Bonjour, je suis Alice Quinn. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman, Maldon au Festival de Cannes. On arrive là au 22e jour de confinement. Nous sommes le mardi 7 avril et il s'agit de la lecture numéro 20. Hier, j'ai fourché, je vous ai annoncé dans la lecture du lundi 6 avril, nous étions le 19 avril. Bon, excusez-moi, je ne sais plus quel jour on est, mais en tout cas aujourd'hui, nous sommes bien le mardi 7 avril. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une comédie policière et que pour écouter cet épisode, comme tous les autres, il faut avoir un petit peu envie de rire et de passer un moment dans la bonne humeur. Dans l'épisode d'hier, nous avons vu Tony déployer sa méthode de séduction sur Rosie et, aux surprises, ça marche. Le lendemain, un samedi, Rosie, toute rêveuse, s'apprête à aller chercher ses viennoiseries sur le rond-point des Gilets jaunes quand elle reçoit un coup de fil de Clara, l'une des Gilets jaunes, qui lui annonce que le rond-point a été détruit. Et elle lui demande si il pourrait venir exceptionnellement installer de nouveau tout leur barda sur le terrain vague de Rosie, là où elle a sa caravane. Rosie accepte. En les attendant, elle appelle Véro pour lui raconter son rendez-vous amoureux de la veille. Sergo se lève, débarrasse la table et emporte la vaisselle sale dans la caravane. C'est malpoli quand on est au téléphone de parler à quelqu'un d'autre, dit Ismène, contrariée parce que je la laisse déblatérer dans le vide. Je réfléchis à ce que tu viens de dire, c'est tout. Un jour ne rime pas forcément avec toujours. Laissons faire le temps, on verra bien qui va gagner à la fin. La fin est déjà dépassée. C'est Tony qui a gagné avec toi, Cricri. Appelle-moi Rosie. Elle manque s'étouffer. Comment ? Rosie ? C'est quoi cette histoire ? Précieuse, paresseuse, nageuse, crient les jumelles après des vociférations de 1, 2, 3 et des redites à volonté de amoureuse. Ben oui, Ismène, je vais avoir bientôt 30 ans. Il est temps. Cri-cri. Franchement, ça n'a jamais ressemblé à rien. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez écouté et vous m'avez tous appelé tout le temps Cri-cri, comme je le demandais. Et puis, j'ai appris que c'est mon père qui m'a donné ce prénom. Rosie. Pas ma mère, comme je croyais, ni Mémé Ruth en hommage à Madame Rosa, comme je me l'étais imaginé. Donc, ça me fait plus ni feu ni glace qu'on m'appelle Rosie. Tu peux y aller. On dit ni chaud ni froid. Vas-y, lave tes oreilles. C'est exactement ce que j'ai dit. Juste à ce moment-là, Sergo réapparaît avec une tasse de café qu'il pose devant moi. « Peureuse !» dit Ismène en imitant les jumelles. « Bon, dit Sergo, quel est l'ordre du jour ?» Sans raccrocher avec Ismène, je réponds à Alan qui me pose une question et Non. Sans raccrocher avec Ismène, je lui réponds. « Attends Ismène, je réponds à Alan qui me pose une question et je te reprends. » Bon alors, on avance quel pion, insiste Sergo, impatient. J'ai bien réfléchi, Alan. Vous n'êtes pas en sécurité chez moi. Vos ennemis vous recherchent et ils me connaissent. Je suis étonné qu'il n'ait pas encore pensé que vous pouviez vous cacher chez moi. Je ne pourrais pas grand-chose s'il décide de passer vraiment à l'acte. Je crois que le mieux, ce serait d'appeler Borelli et de tout lui dire. Borelli, dit Sergo, c'est qui ? C'est un flic, mais c'est un bon copain. Il saura ce qu'il faut faire et il aura de meilleurs moyens pour votre protection. Hors de question, crie Sergo, c'est le chemin le plus direct vers ma tombe. Parce que c'est sortir du bois. Oh, stop, vous n'allez pas commencer à vous y mettre vous aussi, hein, toujours me contrarier. Moi, aujourd'hui, je suis en congé. Compris ? Basta. Et en plus, je suis amoureuse alors, double raison. Grondeuse, crie Emma. Double peine pour moi, dit Sergo. Cette fois, je suis mort. Tueuse, j'ai gagné, crie Lisa. Je suis heureuse de voir que ce jeu lui donne de l'assurance. Elle, toujours si timide, toujours à se conformer aux décisions d'Emma, la voilà qui s'affirme. D'accord, tu as gagné, dit Emma. Tueuse. Ça, c'est bon. C'est vrai en plus. Maman, c'est une tueuse.
Je m'insurge. Pourquoi vous dites ça? Je suis pacifique et non violente. C'est symbolique, maman, m'explique Sabrina. Les filles jouent devant la caravane avec Pastis pendant que je débarrasse. Sergo rentre enfiler un t-shirt « Je suis un glandeur » qu'il adore tous les t-shirts de mon amoureux qui aimait lire les romans de chercheurs de trésors, celui de la maison de la presse. Sergo sirote son café en tirant la tronche dans le petit salon. Sabrina, sur la même table, a sorti ses devoirs. Je range le coin cuisine en rêvassant. Et c'est dans ce calme parfait, dans cette paix remarquable, dans cette douceur absolue que surgit le chaos. Pourtant, c'est progressif, comme un bourdonnement. Je percute pas tout de suite. C'est quoi ce boucan? On s'entend plus là? Un bruit assourdissant, soudain, de moteur et de... Mais oui, on dirait des pales d'hélicoptère. C'est quoi, Tess? 61. J'ai l'impression que la caravane vacille sur ses parpaings. C'est vrai que depuis la tempête qui l'a renversée, elle est moins bien assise au sol. Des mois, des années même que je me promets de faire quelque chose pour mieux l'ancrer. Simultanément, les cris suraigus des jumelles affolées. Je me précipite à la porte et quand je l'ouvre, une rafale me fait vaciller sur mes pieds et je découvre un spectacle digne d'Avengers. Des hommes en noir, harnachés comme les tortues ninja, se sont emparés des jumelles et les entraînent vers un hélico. Eh oui, c'est bien ça, un hélico qui vient de se poser sur mon terrain vague, celui qui me sert de jardin, où les filles jouaient tranquillement il y a encore 10 secondes, et ils les enlèvent. On est tombé dans un James Bond. Je n'ai pas le temps de crier à Sabrina de se planquer que je suis assaillie par 2 malabars en noir qui essaient de me neutraliser. Ils m'ont surprise. Je ne réagis pas tout de suite. Dans la pagaille, je laisse tomber mon téléphone. Avec un temps de retard, je me débats de toutes mes forces. Je lance des coups de pied comme j'avais fait à Eric, l'ancien garde du corps de Sergo. Mais ils arrivent à esquiver. Je balance mes griffes à hauteur de leurs yeux. Ils se penchent en avant et je touche que le vide. Chacun de mes coups de poing fait chou blanc. Je saute vers leur tête pour leur balancer un coup de boule à la zizou. Fiasco. Je deviens hystérique. Je hurle comme un viking à l'attaque. Je rugis, je crache, je gronde. Résultat, nada. Je finis par réussir à sauter sur le dos de l'un d'eux qui s'énerve et tourne comme une toupie pour se débarrasser de moi. Pastis, transformé en furie poilue, crachant et soufflant, toute griffe dehors, saute sur un homme en noir qui le balance dans les airs. L'autre me saute dessus aussi, si bien que nous roulons tous les 3 au sol. Je suis écrasé comme une sardine entre 2 tranches de pain. Attention, pas du pain de mie tout mou, plutôt de grosses tartines de pain complet et compactes. Quand celui qui est en dessous parvient à se retourner et à choper mes bras, je pige que tout est foutu. Il me plaque au sol, me saucissonne avec des machins flexibles comme pour ficeler un paquet, me soulève de terre pour me fourrer à la suite des jumelles dans l'engin infernal. Je crise, mais je ne peux rien faire, bloqué dans l'habitacle de l'hélico avec les petites. Dehors, le chat repart aussitôt à l'attaque. Je crains qu'il se prenne un coup trop fort. Ça ne loupe pas, il se ramasse un coup de pied qui l'éloigne de la scène principale une nouvelle fois. Lisa hurle de terreur et veut se précipiter dans mes bras. Un homme la retient. Emma, avec sa poupée princesse Sarah déguisée en Superman, tente d'éborgner celui qui s'occupe d'elle. Il ne bronche pas. Mon espoir de voir Sabrina s'en sortir ne dure que quelques secondes, le temps qu'elle soit jetée, elle aussi, comme Sergo d'ailleurs, dans la cabine de la machine volante qui s'élève immédiatement dans les airs et s'éloigne de mon sweet home. Pastis n'a pas eu le temps de revenir à la charge et je préfère, quelques instants plus tard, ma maison n'est plus qu'un point minuscule. Oh, et là, vous croyez qui pour venir me cueillir comme ça et surtout pour vous en prendre à mes filles? Vous croyez que c'est passé inaperçu notre enlèvement? J'ai des caméras partout sur ma caravane. Tout le monde doit savoir ce que vous avez fait et votre hélicoptère, ça m'impressionne pas du tout. Au contraire,
La police doit vite vous retrouver avec le numéro de série de l'engin. Aucun des ninjas ne répond. Ils sont occupés à fouiller tout le monde pour chercher nos téléphones portables. Ou nos flingues, peut-être. Ils ne risquent pas de trouver mon bigophone vu qu'il est tombé dans la tourmente. Ils chopent celui de Sergo. Les petits n'en ont pas. Le pilote, très zen, un asiatique, c'est normal puisqu'on est chez les ninjas, dit entre ses dents et sans se départir de son calme, un truc qui ressemble à Rangtanka biwi wo toyan tezigli dinoren. Il a dit que tu dois te taire, maman, me traduit Sabrina. Fais comme moi, respire. Vous aussi, les filles. La voix de sa grande sœur a complètement rassuré Lisa, qui la regarde avec béatitude. Et tandis qu'Emma continue à vouloir crever un œil à son ninja perso, Lisa fait comme Sabrina. Elle pratique une sorte de respiration au yoga. Inspirez, expirez, dit Sabrina. Il n'est pas encore né celui qui me fera taire, je réponds à Sabrina. Moi, c'est comme toi, maman, dit Emma, forcenée. Résultat de notre comportement, les hommes renforcent leur stratégie d'attache sur Emma et moi. Les mains dans le dos, les chevilles aussi, pour éviter nos furieux coups de pied. Ils nous collent un scotch sur la bouche. Nous sommes hors d'état de nuire. Sabrina et Sergo ont seulement un lien flexible sur les poignets, par devant. Lisa, quant à elle, n'est même pas attachée. Elle a les yeux fermés et s'applique à respirer pour garder la tête froide. Elle ira loin, cette petite. Plus loin que sa mère, ça c'est sûr. 5 minutes plus tard, nous avons tous un bandeau sur les yeux. Impossible de repérer où nous allons. Des images désespérées défilent devant mes yeux. Des exécutions par des malfrats dans les films, des scènes de torture, des enterrements lugubres dans des bois en pleine nuit. Je voudrais demander à mes filles si elles n'ont pas trop mal, mais c'est impossible, j'arrive seulement à faire d'horribles grimaces, désespérées. C'est pas vrai. Je ne pouvais pas, pour une fois, me contenter d'avoir retrouvé la famille de mon père, un amoureux charmant, et me mêler de ce qui me regardait. En quoi ça me concerne, les rachats de footballeurs, les millions échangés, les investissements à perte dans le cinoche, les vengeances de clans sans scrupules, hein? Même pas une vraie injustice à réparer. Ce couillon de Sergo, c'est juste une andouille amoureuse, borderline, question éthique, même pas sympathique. Pourquoi je me suis mise en tête de l'aider? Non seulement je suis en mauvaise posture, mais en plus j'ai mis en danger mes enfants, mes filles, les prunelles de mes yeux, des gamines bourrées de talent qui vont sûrement changer le monde, le sauver un jour si on leur en laisse le temps. Si leur nouille de mère n'avait pas fait tout à l'envers, une fois de plus. Je me fais des promesses que je jure de tenir. Je jure que plus jamais je m'occuperai de quoi que ce soit d'autre que de ma famille, mon amoureux et ma survie immédiate. Que devant la moindre âme en peine, ou injustice, ou personne en danger, je passerai mon chemin sans rien faire, pour ne pas risquer la vie de mes enfants, au moins jusqu'à ce qu'elles soient grandes et qu'elles aient quitté mon giron. Que je ferai profil bas toujours, que je me mêlerai que de mes fesses. Je me renie, oui, et alors? Oui, 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 je le jure, devant les fantômes de ma mère et de ma grand-mère, tiens, de mon père aussi, cette pauvre lionne qui doit se retourner dans sa tombe d'avoir fait une fille aussi couillonne. Ce moyen de transport est tellement rapide que je n'ai pas le temps de trop réfléchir aux répercussions de ma promesse et à tout ce qu'elle pourrait impliquer de changement dans ma vie. Voilà qu'on change d'altitude. 62. On descend. On va se poser, c'est imminent. Je ne peux même pas serrer mes filles contre moi. Heureusement, je sens Sabrina. Elle se colle à ma cuisse. Elle a réussi à rabattre vers moi les jumelles aussi. Je me dis que, tant qu'on ne nous sépare pas, tout va bien. Clara, des gilets jaunes, va se douter qu'il m'est arrivé quelque chose en me voyant pas à la caravane, non? Elle va prévenir la police. Borély va être appelé. Tony aussi peut-être, mon sauveur. Ah non, je ne vais pas le mettre en danger lui aussi. Bon, Borély, ça suffira.
On va nous retrouver, c'est sûr. Si Clara s'imagine qu'il se passe un truc grave, si elle pense à prévenir la police, si Borély se dit que c'est pas une blague, s'il contacte les Dorset, si ceux-ci décident de ne pas tenir leur promesse et de lui dire que Sergo était chez moi, s'il pige que la mafia russe, chinoise et footballistique française en a après l'acteur, si, des cris, des ordres, des aboiements. On nous bouscule, mes chevilles sont libérées, les filles s'accrochent à mes jambes. Les yeux bandés, j'imagine le pire. Par terre, sous mes pieds, du gazon, puis des terres plates, des pierres plates. On est sur une terrasse pavée. Le vent qui souffle est frisqué. Nous encore, c'est-à-dire les filles et moi, on est habillés normalement, mais Sergo est toujours en short de foot capverdien et t-shirt. Il doit se cailler. Tant bien que mal, le magma que nous formons s'avance vers... Quoi? Une falaise? Car maintenant le moteur est coupé. J'entends des vagues. Ils vont nous exécuter proprement, comme ça. Une petite poussée, une chute et pouf! Nous serons engloutis à jamais. Soudain, bruit de serrure, lourde porte qui s'ouvre, changement de température. On est à l'intérieur de quelque part. Bien chauffé. Les ninjas nous poussent toujours, des enfilades de couloirs, des escaliers qui descendent, plusieurs portes, et une poussée plus forte que les autres qui me fait tomber. Une voix que je connais, c'est ce cinglé de Girard. Vous pouvez enlever ces trucs, je dois leur parler. De toute façon, peu importe ce qu'ils voient. Oh, c'est mauvais signe ça. S'ils ne craignent pas qu'on les reconnaisse, ni qu'on sache où on est, ça veut dire qu'ils veulent nous effacer quand ils en auront fini avec nous. Ils enlèvent les bandeaux et les scotch et nous guident jusqu'à plusieurs canapés et fauteuils couleur crème. Nous sommes tous assis confortablement, toujours attachés aux poignets. Il s'agit d'une immense pièce avec une monumentale cheminée suspendue au centre, éteinte. D'un côté, 2 salons disposés l'un pour profiter du feu qui flambe les soirées d'hiver et l'autre sur un espace légèrement surélevé permettant de jouir d'une vue époustouflante sur la Méditerranée. À vue de nez, je dirais que nous sommes quelque part entre l'Italie et Nice. Ils nous ont jetés sur le salon qui fait face au foyer. De l'autre côté, une gigantesque table de bois précieux tellement bien cirée qu'on pourrait s'y mirer, recouverte pour le moment de plusieurs ordinateurs et d'un plateau d'argent supportant un flacon de cristal rempli d'un liquide ambré entouré de plusieurs verres. L'un des hommes en noir jette sur la table le portable confisqué à Sergo. Je remarque alors qu'il y a encore un 3e salon un peu plus loin, côté salle à manger. Celui-là est disposé pour bien profiter des programmes télé. Justement, l'immense écran plat collé au mur est allumé. Il diffuse en ce moment même une chaîne d'information en continu et le son nous parvient très distinctement, même s'il n'est pas à fond. Ça m'a toujours insupporté les gens qui laissent la télé ouverte toute la journée sans la regarder. Je trouve ça déprimant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain!